M, S, H. Lyon, Saint-Étienne. Alors du coup, pour commencer cette table ronde, est-ce que vous pouvez rapidement, à tour de rôle, faire un petit peu ce que j'appelle une présentation des travaux ou en tout cas de l'intérêt que vous avez à participer à cette table ronde? Oui, du coup, je vais commencer. Du coup, je suis Lucille Chir, donc la responsable du service des archives de l'Université de Strasbourg. Membre active aussi de la section ROR et membre du conseil d'administration de l'AF. Du coup, aujourd'hui, moi, j'ai un peu le rôle de l'archiviste de la table ronde. Et du coup, voilà, l'intérêt que je prends aujourd'hui voilà, à participer, c'est justement à pouvoir échanger, échanger de manière assez libre avec justement les enseignants, chercheurs. Juste pour un peu de contexte, l'université de Strasbourg est une assez grosse université, puisque du coup, on est pratiquement à 60 000 étudiants, 35 services, 35 composantes, 72 unités de recherche et 2800 enseignants-chercheurs. Du coup, le service des archives essaye, depuis sa création, de collecter des fonds de chercheurs. Après, ça reste encore un travail d'exception, parce qu'en une douzaine d'années, on a collecté à peu près une quinzaine de fonds papier, ce qui fait à peu près un à deux fonds par an. Voilà, donc du coup, ça c'est pour les éléments de contexte. Et pour mettre aussi que dans des très gros établissements, on arrive à collecter des fonds de chercheurs, mais que ça reste voilà, des traitements un peu exceptionnels. Bonjour, je suis Nicolas Michael, je suis archéologue et doctorant de la MOM, rattaché à l'Institut de recherche sur l'architecture antique. Et la raison pour laquelle je participe à ces tables rondes, c'est que mon projet de thèse qui porte sur un monument de Delphes est un projet qui a vraiment nécessité un travail assez important sur les archives des fouilles. Donc, c'est à partir de cette expérience, petite expérience par rapport aux archivistes sur le travail des archives que je suis ici pour participer à cette table ronde. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandra Anastasia, je suis doctorante russe ici à Lyon 2, un laboratoire ESOMA. Moi, je travaille sur l'historiographie de l'égyptologie russe et évidemment, on ne peut pas parler de l'égyptologie russe hors de contexte développement française. Aujourd'hui, ça m'intéresse vraiment d'échanger avec archivistes et justement avec d'autres expériences et raconter mon propre expérience parce que je travaille beaucoup de temps avec des archives russes. Ça peut être intéressant justement partager mon expérience. Alors, j'ai été présentée il y a 2 minutes, donc je suis toujours la même en fait. Là, en fait, je vais vous parler de 2 autres projets, mais parce que les deux se ressemblent du fait qu'il y a des captations de données vidéo et multimédia, et que ces 2 projets s'inscrivent dans un contexte de partenariat avec mes collègues du laboratoire ICAR et de la cellule Corpus Complexe, qui a changé de nom il n'y a pas très longtemps. Et donc, il y a eu une vraie réflexion justement sur le nommage des fichiers, on en parlait il y a quelques instants, et puis aussi sur justement l'archivage, sur quelle plateforme, comment les structurer, les réutiliser, et puis comment valoriser ça après dans les publications. Et puis un rapport avec effectivement ces données multimédia et la manière dont on les exploite. Voilà.
Donc, moi aussi, vous commencez à me connaître. Donc, mais là, j'interviens avec ma double casquette, à la fois comme directrice de la MOM. Donc, vous l'avez vu, nous avons la chance d'avoir un service d'archives et où on a pu travailler depuis que Laure est là à la mise en place aussi maintenant d'une salle d'archives. Et donc, on travaille beaucoup à la valorisation, à la conservation, à la valorisation de ces archives. Et puis, je pense que j'interviens ici plutôt comme chercheuse, donc archéologue. Je dirige une mission française à Chypre qui produit des archives, évidemment. Et puis, j'ai hérité d'un certain nombre d'archives puisque j'ai hérité de cette mission. J'ai repris la direction de cette mission après Marguerite Young, qui avait elle-même hérité de Jean Pouilloux. Et finalement, ces archives anciennes ont été bien gardées, bien conservées, bien documentées, ce qui a permis de travailler dessus. Et on se retrouve dans une situation un peu similaire à celle que Gérard a décrite tout à l'heure, puisqu'une partie de ces archives concerne des fouilles qui ont eu lieu à Salamine, qui est aujourd'hui en zone occupée. Donc, les publications, le travail continue, la recherche continue. Et ça, c'est un point que Gérard a soulevé tout à l'heure et qui est vraiment important. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça devienne des zones blanches, ces zones de conflit, ces pays où on ne peut plus travailler. Il faut qu'ils continuent d'être sur l'agenda de la recherche. Et donc ça a été possible parce que Marguerite Young avait pris un soin infini des archives de la mission de Salamine. Donc vous êtes, alors pas tous, mais en majorité, si je puis dire, archéologue, en tout cas. Et du coup, cette question que je me posais sur le rapport finalement entre l'archéologue et l'institution. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet-là? Oui, c'est plutôt très important d'avoir d'abord une bonne relation et une bonne communication avec les institutions qui dirigent surtout et ils sont responsables d'un certain nombre d'archives parce que c'est vraiment la manière selon laquelle on peut faire avancer l'étude et la recherche archéologique. C'est pour ça que c'est, mis à part l'organisation d'un archive ou d'un service d'archives qui est très, très important, même pour l'archéologue qui utilise ces archives, il est très important d'avoir de contacts et d'avoir de personnel professionnels qui peuvent traiter de manière professionnelle les archives parce que parfois c'est la seul moyen pour arriver à une étude et à une recherche sur les archives qui pourrait avoir des conclusions concrètes et pertinentes. Donc, je pense que la question du rapport entre archéologues et institutions et archivistes et services d'archives, en tout cas, c'est une question très, très importante. Et c'est vraiment quelque chose de positif qu'aujourd'hui, on a plusieurs institutions comme les universités ou les écoles étrangères, l'école française, les autres qui présentent vraiment une organisation en termes de services d'archives assez bien développée et de très haute qualité. Ça ouvre des perspectives très, très importantes sur la recherche archéologique. Peut-être pour rebondir sur ce point, on a de la chance d'avoir des institutions qui sont plus ou moins pérennes quand même, c'est-à-dire, pérennes à notre échelle, c'est-à-dire l'École française d'Athènes, c'est un endroit où les archives sont déposées, restent. Après, il y a des recherches qui ont été conduites dans des cadres qui sont différents, je pense. Alors, ce n'est pas exactement la période sur laquelle vous travaillez, mais par exemple, tout ce qui était dans le cadre de l'ex-URSS a été explosé dans différents pays avec des pratiques différentes d'archivage. Donc là, c'est des documentations beaucoup plus difficiles à retrouver, à rassembler, alors qu'elles correspondent à des missions, à des programmes qui étaient les mêmes. Mais je pense que c'est un peu pareil quand même pour
C'est quoi? C'est le 18e ou... Oui, 18e siècle. Bon, évidemment, c'est un grand problème des archives russes parce qu'on est un grand géopolitique qui, après l'Empire russe et l'Union soviétique, on est un petit peu, on devient plus petit. Aujourd'hui, certains archives se trouvent dans différents pays comme l'Ukraine, Biélorussie, Kazakhstan, Arménie, Géorgie. Donc, il y a vraiment plusieurs échelles. Et malheureusement, avec certains pays, on n'a plus des accès libres ou soit on a l'accès, mais ça devient très cher à déplacer et consulter avec ces archives. Et c'est très curieux parce que certains objets archéologiques se trouvent dans dans la même situation. Comme vu que je travaille avec les objets en égyptologie, on trouve que la même sarcophage, le couvercle se trouve dans le musée d'Odessa, donc actuellement c'est en Ukraine. Partie de sarcophage se trouve au musée de Kazagne et objets funéraires de la même partie se trouve au musée de Voronezh. Donc c'est absolument la même chose avec les archives. Ouais. Oui, et les éventuelles solutions, propositions qu'on peut faire sont assez voisines. Hein. Ces histoires de reconstitution virtuelle qui existent déjà dans un certain nombre de musées aussi pour proposer. Je ne parle pas des plâtres du Parthénon. Et donc, du coup, Lucie, je te repose la question justement sur parce qu'effectivement, dans ton université, tu es amenée à avoir à la fois des archives en sciences dures et des archives en sciences humaines. Est-ce que tu vois une différence dans la collecte de ce type d'archives? Alors, une différence dans la collecte, on va dire, à Strasbourg, ça a toujours peut-être été plus une question d'opportunité, où on va dire les opportunités justement de collecte de fonds, de sollicitation par les chercheurs sont toujours un peu plus venues du côté voilà, sciences dures, sciences exactes, que ce soit par les chercheurs eux-mêmes, du coup, ce qui permet voilà, d'avoir un dialogue avec eux, leur expliquer un peu aussi les conditions de la collecte, la réglementation, le fait que voilà, les fonds qu'on va collecter ne sont pas forcément amenés à rester à l'université, puisque nous sommes un service d'archives intermédiaire, mais à être versés aux archives d'Alsace, et puis d'avoir un dialogue voilà, on va dire constructif avec eux pour justement comprendre le fond, comprendre ce qu'on a devant nous, comprendre un peu quelle a été leur carrière, voilà, pour éclairer le traitement des documents, que ce soit voilà, par des héritiers. Ça, c'est aussi arrivé justement qu'on collecte des fonds, voilà, que ce ne soit pas le producteur lui-même, mais justement quelqu'un qui a repris la suite du laboratoire qui va contacter le service des archives pour attirer l'attention sur voilà, tel ou tel fonds, et qui en plus arrive aussi quand même, enfin j'utilise le terme héritier, c'est pas neutre, puisque du coup voilà, il y a un bon historique du fonds qui a été conservé, une bonne connaissance du producteur originel, que parfois, on va dire, les petites collectes accidents qui se font, voilà, puisqu'il y a un bureau à évacuer, un enseignant décédé, où du coup, là, on se retrouve avec voilà, pas ou peu d'interlocuteurs. Et j'ai remarqué aussi récemment qu'on avait peut-être un certain nombre voilà, d'écoles ingénieurs, physiciens à Strasbourg qui ont une identité très forte et qui s'axent un peu sur des projets de valorisation. Et du coup, les archives viennent un peu en appui sur la collecte de ces données. Après, il y a aussi eu une réflexion sur, je me suis dit pourquoi au final 81% des fonds collectés touchent peut-être plus à la science exacte qu'aux sciences humaines. Une des questions que je me posais, c'était peut-être aussi sur la manière de faire de la recherche, puisque du coup, voilà, sur de la science exacte, on va avoir voilà, la tradition des cahiers de laboratoire, le fait que la recherche se fait beaucoup à l'université, ce qui peut aussi créer
des enjeux très pragmatiques de place. Voilà, mais on va dire on a une recherche voilà, qui est faite sur place, alors que pour les sciences humaines, on peut peut-être avoir des données qui sont un peu plus volatiles sur la manière dont est fait la recherche, donc sur site, dans des bibliothèques, du travail à la maison. Enfin voilà, moi, c'était peut-être les petites pistes de réflexion que j'avais. Voilà. Peut-être que le service est mieux identifié auprès des chercheurs en sciences dures. Voilà. Ah, oui. Oui, moi j'abonde dans le sens de Lucille, c'est que la différence qu'on voit, c'est au niveau des sciences dures, il y a toujours cette dimension, il y a toujours eu cette dimension de reproductibilité de la recherche. Et donc, la précision, aussi bien aux outils qu'on utilise. Et effectivement, le fait qu'ils fassent les recherches dans les laboratoires, ça circonscrit quand même le travail. J'ai eu beaucoup d'échanges avec des collègues en sciences dures qui me disaient que même pendant le confinement, ils étaient dans les laboratoires pour finir effectivement les travaux de recherche qu'ils avaient entamés, ce qui n'était pas notre cas. On était chacun chez soi et à distance avec l'écran qui pouvait nous rapprocher. Donc, je crois qu'il y a ça. Et puis, en même temps, comment ça ne fait pas très longtemps non plus qu'on parle de sciences ouvertes en SHS quand même. Hein. Donc, ça vient aussi questionner les pratiques en termes d'ouverture des données collectées en sciences humaines et sociales à mettre à disposition des autres collègues en sciences humaines et sociales. Et c'est le cas notamment avec les collègues d'ICAR, puisque la réflexion qui avait été faite avec les données vidéo, alors pas les données qu'on avait collectées dans le cadre du projet Tablette en bibliothèque, parce qu'on avait filmé finalement des usagers de la bibliothèque dont les enfants, ce n'est pas ça qu'on allait mettre évidemment en ligne. Ceux-là sont stockés sur les serveurs à l'intérieur de l'ENS. En revanche, il y a eu le travail qui a été mené dans le cadre du projet de robots de téléprésence et qui était finalement de l'auto-ethnographie avec plusieurs captations vidéo. Et là, on a pensé à les mettre à disposition des autres chercheurs et il y a eu un travail qui a été fait d'organisation, de structuration par séquence, par date, par prise de vue. Et ils ont été déposés sur la plateforme Ortholangue. Donc, il y a prochainement possibilité de pouvoir y accéder. En revanche, on s'est rendu compte, puisque ce travail a donné lieu à un ouvrage en ligne, en open access avec les éditions Sens Public de la chaire écriture numérique de Marcello Vitali Rosati au Canada. Et on avait essayé aussi de réfléchir sur des accès à distance à Ortholangue. Et en fait, ça bloque. C'est qu'il y a un problème institutionnel. C'est possible pour les chercheurs français, c'est impossible pour les chercheurs étrangers. Donc, on voit aussi, si on a envie d'être complètement open, jusqu'où peut-on être open de nos propres données alors qu'il y a des autorisations pour pouvoir le faire. Donc, voilà, on amorce effectivement cette réflexion, mais je suis tout à fait d'accord sur le fait que voilà, c'est en cours, et puis sur quel type de données aussi. Il y a des données, je n'ai pas évoqué tout à l'heure les questions de données sensibles, et des données qu'on ne peut absolument pas ouvrir et partager, c'est du fait du terrain aussi. Comme on est dans le cadre du mois de l'engagement, je me dois de vous poser la question de savoir quel engagement l'archiviste doit ou devrait avoir envers la recherche. Et du coup, je pense que les différents points de vue, que ce soit chercheur, doctorant ou archiviste sur cette question, la mise en abîme de l'archiviste par lui-même, sont aussi intéressants à avoir. Bon, pour moi, ça doit être compréhensible justement pour les chercheurs. Je pense que très important vraiment contacter avec les archivistes parce que mon recherche, surtout n'importe quelle recherche en historiographie, à mon avis, on ne peut pas envisager sans contacter avec les archives. Donc, presque 60% de mon travail passe aux archives et j'ai besoin d'un contact assez serré avec archivistes. Donc, ça doit être clair et pour moi et pour lui, sur quoi je travaille, qu'est-ce que j'ai besoin. Mais vu que je travaille en Russie, j'avais certaines choses que je voulais dire que
assez souvent, certaines archives n'est pas bien classifiées, pas bien travaillées. Donc, je travaille moins avec les archivistes, mais plutôt avec les documents, avec des sources directement. Et c'est malheureusement quelques côtés, et d'un d'autres côtés, je peux trouver quelque chose d'intéressant pour les futures recherches qui peut me pousser à réfléchir. Ça, c'est un côté positif, si on peut dire. Voilà. Moi, je dirais que j'ai eu cette chance, en fait, de pouvoir expérimenter 2 fois dans le cadre de ces 2 projets, la collaboration avec, alors pas forcément archiviste, mais finalement, elle a une casquette d'archiviste, la personne qui s'occupe du service en question, et qui vient en amont du projet, pendant le projet et même après le projet, puisqu'il y a aussi pendant le projet notamment, alors en amont, elle nous aide aussi à réfléchir sur nos choix, parce qu'elle doit aussi préparer le terrain pour la captation. Donc là, c'est important de choisir, de discuter au regard voilà, de la thématique, du terrain et de la cible, et notamment le public qu'on doit filmer et les interactions possibles. Pendant, pour réfléchir aussi sur de quelles données au regard au bilan, une fois qu'elle voilà, a capté toutes ces données, elles sont disponibles, et qu'est-ce que vous voulez exactement, parce qu'il y a aussi besoin de faire des montages, donc il y a aussi des archives intermédiaires à partir des archives brutes. Et puis en bout de chaîne, il y a aussi, alors on voit que finalement l'archive a plusieurs statuts tout au long du déroulé du projet, et à la fin, qu'est-ce qu'on garde et qui devient finalement une archive réutilisable, et qu'est-ce qui finalement reste comme trace de ce projet-là et qui est aussi une forme de valorisation. Et puis, voilà, qui doit être repensé certainement en vue de publication. Mais la question de l'engagement, je crois qu'il y a un engagement des 2 côtés, pour moi en tout cas. Oui, de nouveau sur la valeur d'avoir des professionnels qui sont engagés, quelle est la notion qu'on donne à ces termes, c'est très important. Moi, j'ai eu une expérience similaire à celle d'Anastasia en travaillant en Grèce, bien sûr. Mais je pense que la valeur d'avoir des gens engagés vraiment à ces métiers se manifeste surtout dans le cas où on n'a pas des archivistes, où on n'a pas de responsable d'archives. Donc, de mon expérience, c'est très différent quand tu travailles dans une institution comme l'École française d'Athènes, par exemple, qui est très bien organisée. Madame Stahl, qui est présente aujourd'hui ici, pourrait vous donner plus de détails sur ça. Et quand tu travailles dans une apothèque plein de documents qui étaient ramassés depuis longtemps, évidemment, sans aucune aide, et tu dois faire une fouille vraiment archéologique pour trouver ce qu'il faut faire. Mais oui, c'est vraiment dans ces cas, et en ayant de différentes expériences de travail sur les archives, où tu apprécies, en tant qu'archéologue, mais aussi en tant que d'autres spécialistes, la vraie valeur d'avoir des gens qui sont engagés et sont vraiment investis dans ces métiers. Et ils peuvent t'aider parce que il y a aussi la question dans les archives et dans la recherche archéologique où tu vas dans une archive et tu ne sais pas exactement qu'est-ce que tu cherches. Donc, ce n'est pas toujours évident que tu vas demander quelque chose et il va apparaître. Donc, c'est là le rôle de l'archiviste qui peut t'aider, qui peut communiquer avec toi et trouver une solution, toujours avec une bonne organisation, mais c'est essentiel d'avoir des personnes qui gèrent bien ce métier. Je sais pas si... J'ai envie de faire un mauvais jeu de mots, pardon, de dire, je pense qu'on a moins besoin d'archivistes engagés que d'engager des archivistes, en fait, pour avancer.
Et je voudrais revenir sur cette question peut-être de l'enrichissement, de l'engagement réciproque aussi, peut-être sur votre travail tous les deux qui utilisez des archives, parce que j'imagine, évidemment, vous apprenez des archives, vous exploitez les archives, mais peut-être aussi vous permettez de mieux renseigner, d'identifier les archives. Est-ce que ça vous est arrivé d'aller plus loin dans l'identification, dans la reconnaissance des archives? Je ne sais pas si à Delft, il y avait des photos dont on ne savait pas trop où elles avaient été prises et vous avez pu montrer que c'est tel monument, recaler ces choses-là. Parce que j'imagine que ça joue aussi dans les deux côtés, qu'il y a un enrichissement aussi des fonds archivistiques par le travail des chercheurs. Oui, bien sûr que quand on passe des semaines et des semaines en travaillant sur le même document, comme j'ai déjà dit, assez souvent les documents on les classés par carton ou par les pochettes qui souvent, c'est mon expérience personnelle en Russie, pas toujours bien classés par exemple. Il y a beaucoup de mélanges entre archives personnelles et archives officielles aussi. Donc, assez souvent, j'ai repère les documents qui n'étaient pas marqués. Donc, c'est les documents où il n'y a pas de numéroté de page, où on est trompé en numéroté. Comme ça, probablement, je pouvais être utile pour les archivistes, justement, pour modifier certains documents ou même, justement, aider à reclasser les archives selon certaines thématiques aussi qui je comprends mieux parce que c'est vraiment sur mon recherche sur qui je travaille des années. De mon côté, j'ai rencontré exactement cette situation que vous avez décrite à plusieurs fois parce que, comme vous comprenez, je travaille sur un monument qui n'a jamais étudié profondément. En plus, il est un monument de l'Antiquité tardive au centre d'un site qui est le plus fameux pour les antiquités archaïques classiques et hellénistiques. Donc, comprenez que l'intérêt scientifique n'était pas vraiment orienté vers le vestige de cette période. Et en plus, c'était un monument qui était fouillé à la fin du 19e siècle avec les préoccupations de fouilleurs de cette époque-là. Donc, cette question d'enrichissement des archives, je pense que j'ai vraiment rencontré j'ai plusieurs exemples de tous, des exemples simples ou des exemples encore plus compliqués. Par exemple, c'est vraiment une tâche à reconnaître ou trouver des photographies qui illustrent le monument que tu veux quand il n'y avait pas vraiment d'intérêt à personne à photographier lui-même. Donc, il faut chercher d'autres photos qui représentent d'autres choses et au fond, il y a ça. Ou il faut, au moyen des archives, en corrigeant parfois les archives, si on pourrait dire ça, de fouiller et trouver notre chemin parmi les dizaines mentions de murs byzantins qui est appliqué partout, à tout le mur qui est construit en briques. Donc, il faut vraiment faire un travail qui ne corrige pas, mais il présente une interprétation en plus sur les archives disponibles. Donc, tout à fait, c'est une situation que j'ai beaucoup rencontrée. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est enrichi dans le fond de l'école? C'est des mentions qui sont ajoutées sur le fond? Ouais. Et en notant, c'est Nicolas Mikhail qui, en 2021, a dit ça. Non, mais parce que c'est important aussi, c'est une source, c'est un état. Ouais. Ah. D'accord. Merci. Et du coup, toutes ces questions que vous évoquez qui sont particulièrement intéressantes me posent quand même une question sur la vision que vous avez, vous, de vos propres archives. Est-ce que vous avez conscience de constituer des archives enfin, voilà. La question est ouverte.
Ouais, ou si moi, je vais juste me permettre de réagir. Justement, parce que du coup, enfin, en écoutant toutes les attentes d'engagement, moi, il y a deux choses qui ont émergé chez moi. C'est que, enfin, dans la réflexion et dans l'écoute, c'est vrai que du coup, il y a pas mal d'attentes quelque part, justement, de mise à disposition et de communication d'archives. Du coup, pour ça, il faut alors déjà avoir collecté les fonds, avoir pu les décrire voilà, de manière poussée, d'avoir pu les recontextualiser, puisque du coup, la difficulté parfois de l'archiviste face à des fonds de recherche, c'est qu'on n'est pas spécialiste. Et que du coup, pour arriver à un classement voilà, cohérent, voilà, ça repose quand même sur un dialogue renforcé, soit avec le producteur des documents, soit avec un spécialiste. Et effectivement, justement, l'autre aspect des choses, c'est qu'effectivement, là, on n'était plus sur la question de l'archiviste qui communique, mais effectivement, du coup, on a aussi, et là, je pense que c'est un des plus gros engagements peut-être de l'archiviste en établissement, c'est la mission de sensibilisation et de collecte. Et du coup, en plus, sur les archives de la recherche, on est sur une collecte, on va dire, très fine, qui peut prendre pas mal de temps, qui doit se faire de manière voilà, relativement transparente, justement, avec les producteurs. Et du coup, je trouve ça intéressant voilà, de questionner aussi le rapport propre du chercheur par rapport à ce qu'il produit. Sur la question des archives qu'on produit, de mon côté, c'est mon expérience personnelle, parce que je travaillais surtout en association directe avec l'école française. Ma thèse était conçue dans une mission essentiellement de l'école française, donc j'étais obligé de déposer un certain nombre d'archives que je produisais sur le site, quel que soit le relevé, de dessins, de notes, etc. Quelque chose que je trouve personnellement normal et très bon, parce que d'abord, c'est une question de sécurité, si vous voulez, de conservation, parce que j'imagine que tous on utilise l'un disque dur après l'autre, mais c'est mieux d'avoir une institution, de garder tout ça et pas avoir l'archive, je ne sais pas, fermée, c'est toi. Mais après, c'est une question aussi de déontologie, si on pourrait dire ça, parce que de la même façon que j'en profite des archives versées par de générations précédentes, on doit aussi, de notre part, donner quelque chose et préparer, si vous voulez, le travail de quelqu'un qui vient après, toujours sous réserve qu'il existe une réglementation, un protocole bien précis qui peut assurer des questions, par exemple, de droit d'auteur, etc. Donc, ça, c'est très important. Mais s'il existe ça et s'il existe une bonne organisation de ce type, je pense que c'est essentiel à la continuité de la recherche. Quant à mon expérience, c'était un peu différent parce que je ne travaille pas justement avec le mission, avec l'équipe. Donc, c'était mon côté personnel, de mon côté personnel de recherche. Et je pense, comme ça, j'ai vraiment besoin de contacter avec l'archiviste pour savoir l'avis, quel document je dois archiver, quelle source, par exemple, que je n'ai pas utilisée, mais j'ai trouvé aussi, et il faudrait bien archiver quelques projets inachevés ou déjà achevés aussi, parce que de mon côté, surtout au début de carrière, au début de carrière, moi, je peux pas peut-être valoriser mon travail correctement. Donc, absolument, j'ai besoin point de vue de côté. Voilà, je pense que dans ce cas, travailler avec archiviste, te dirais que ça peut être vraiment très enrichissant et pour jeune chercheur et pour archiviste aussi qui peut
Et pour les générations, ensuite. Ouais, je crois que ça dépend aussi de la nature des archives. Voilà, moi j'ai une petite anecdote sur le projet en bibliothèque, parce qu'on a eu quand même beaucoup de données vidéo qu'on a enregistrées sur nos disques durs et protégées aussi. Mais l'institution et les professionnels ont demandé aussi à avoir accès, parce qu'ils voulaient en fait, à partir de ce qui avait été filmé en réel en termes d'usage, voulaient en faire en fait une extraction pour en faire des vidéos de formation, ce qui n'était absolument pas possible, hein, parce que on a quand même, pour aller filmer, il a fallu faire signer des autorisations de captation, enfin, il y a quand même des choses. Donc, il était évidemment hors de question qu'on leur donne à des fins d'extraction et d'exploitation pour en faire une nouvelle production qui n'est pas du tout production de la recherche, mais qui est une autre production des formations qui pourraient même être en dehors de l'organisation elle-même, quoi. Donc, ça supposait aussi des questions juridiques qui étaient déjà limitées au niveau de la collecte, et donc on ne peut absolument pas, effectivement. Donc, peu importe si on est un débutant ou un confirmé, il y a quand même des questions qui se posent à chaque étape et à chaque souhait, volonté de réutilisation des données collectées. Voilà. Mais aussi les questions d'accès, je pense, C'est ça. Ouais. C'est ça qui est très subtil, Oui. parce que de mon côté, pour obtenir accès pour n'importe quel archive en Russie, j'ai besoin justement attestation de l'établissement russe, russophone. Ouais. Et pour les étrangers, ça peut être évidemment très, très Bien compliqué. sûr, bien sûr, bien sûr. Et vu que j'ai attaché à l'université Lyon 2, donc j'ai obligé toujours contacter avec mon ancienne université de Moscou pour qu'il me serre les Faciliter, papiers. C'est ça. Et assez souvent, c'était assez clairement quand je travaillais aussi à Kazan, dans les petites archives nationales et musées de Kazan national aussi. Elle a dit assez clairement qu'il y a un chercheur de Suède qui a contacté, il a interdit les accès juste pour privilégier les chercheurs russophones. Ouais. Donc, c'est transparent quelque part, mais dommage parce que… Limitant aussi. C'est ça, ça limite… Sauf que les chercheurs russes, assez souvent, ne s'occupent pas de ça. Et c'est dommage. Ouais, ça reste non étudié. Alors, moi, il faut que j'avoue que je souffre de schizophrénie. Donc, j'ai très bonne conscience de ce que sont des archives et j'en prends grand soin en tant que directrice d'une mission archéologique, c'est-à-dire les données de fouille. Je vois très bien ce que c'est, jusqu'aux photos autour de la fouille, hein, qu'on conserve bien, sur lesquelles on met des métadonnées, etc. Mais mes archives de chercheurs, disons, hors copyright mission archéologique, je garde pas grand-chose. Je garde pas les différentes versions d'un article, les différentes versions d'un livre. Je vais peut-être pas garder le PowerPoint d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est pas bien. Ouais. C'est pas bien. Alors du coup, ma réaction par rapport à ça, je trouve ça assez intéressant parce que du coup, alors en établissement, après je place, l'université de Strasbourg n'est pas forcément représentative, voilà, mais c'est vrai que du coup, je vois à l'université, quelque part, souvent, on récupère, alors justement peut-être pour des fonds personnels, des fonds de personnes qui vont achever leur carrière. Et du coup, je trouve ça assez intéressant. Alors, je pense que voilà, pour des raisons très simples, hein, de temps, voilà, de prise de conscience. Mais du coup, je trouve ça très intéressant de voir les besoins que justement, soit des jeunes chercheurs, soit des chercheurs ont encore en activité. Et effectivement, ça rejoint voilà, certaines idées qui ont déjà été discutées voilà, au sein de la section droit. C'est voilà, quelle sensibilisation, parce que voilà, on est plus fort pour sensibiliser à plusieurs, quel besoin de formation, comment on s'adresse aussi quelque part peut-être à des jeunes chercheurs, du coup, qui vont peut-être, voilà, qui commencent leur carrière, voilà, comment sensibiliser au mieux, justement, pour, on va dire, diminuer cet effet, quelquefois, parfois, bout de chaîne, qui subsiste encore en établissement.
Tout à fait. Et puis je pense que la question que tu évoquais aussi tout à l'heure et qui rejoint ça, c'est le temps de traitement justement d'un fonds de chercheur. Et je vais peut-être revenir sur cette question-là de la différence en fait du temps de traitement entre le temps de traitement d'un fonds de chercheur et le temps de traitement d'un fonds d'archives fonctionnel en tant qu'archiviste. Oui, alors à Strasbourg, effectivement, je pense que déjà, de manière tout à fait objective, c'est pas forcément évident pour un service d'archives en université qui déjà souvent est pas mal pris par les demandes de traitement de fonds administratifs justement sur les fonds de chercheurs. Et effectivement, on ne traite pas un fonds de physicien nucléaire comme on traiterait un fonds qui a été produit par une agence comptable. Voilà, on doit quand même rentrer dans une finesse de traitement, dans une recontextualisation, dans le fait d'avoir l'historique, de monter aussi toujours quelque part un peu en compétence sur le domaine qu'on est en train de traiter. Donc voilà, dans une université pluridisciplinaire, c'est pas forcément, on peut se retrouver avec un fonds de chimiste, un fonds de linguiste, et du coup, quand je dis qu'à l'université à Strasbourg, le traitement, ça reste l'exception. C'est que du coup, les fonds sont traités contre, entre guillemets, je trouve, des stagiaires pour les traiter. Et du coup, ça, c'est un peu le modus operandi appliqué à Strasbourg, parce que dès la première année de mon arrivée, on m'a sollicité pour le traitement d'un fonds de chercheur. Et du coup, à ce moment-là, j'avais 2 candidatures de stage et j'ai essayé ce mode-là, puisque je trouvais qu'en fait, les durées de stage pouvaient justement correspondre assez bien au temps de traitement d'un fonds de chercheur, puisqu'effectivement, et permettre aussi de créer un instrument de recherche digne de ce nom qui recontextualise le fond, qui permettent aussi son accessibilité au lecteur. Et du coup, moi j'ai toujours un peu opéré comme cela. Et puis en plus, je trouvais ça relativement profitable pour l'université, puisque moi, en vrai, je n'aurais pas le temps de me consacrer, par exemple, 2 mois au traitement d'un fonds d'archives dans le quotidien de la gestion d'université. Et à titre personnel aussi, moi j'ai toujours accueilli pas mal de stagiaires au sein du service, parce que du coup, je me dis aussi qu'on a un positionnement de service d'archives dans l'enseignement supérieur, et que du coup, c'est intéressant de participer à la formation de futurs professionnels, et aussi de les confronter à des fonds justement qui ont un traitement complexe et qui permettent de se poser un certain nombre de questions d'un point de vue archivistique. Voilà, donc effectivement, en tout cas pour les fonds papier, je trouve qu'il y a réellement une temporalité qui est très différente par rapport à des traitements de fonds administratifs. Et du coup, c'est la manière modeste que j'ai trouvée pour faire avancer les choses au sein de mon établissement. Mais on va dire au bout d'une douzaine d'années d'un certain nombre de fonds collectés, on voit un peu quand même aussi les fruits du travail. On voit qu'on peut commencer à valoriser une petite expertise sur ce sujet-là. On voit aussi que ça fait aussi un effet boule de neige au sein de l'établissement, et ça permet aussi de se positionner face à des enseignants-chercheurs, face à des directeurs de laboratoire, pour les sensibiliser sur leurs archives. Et du coup, j'avais une petite question aussi qui est revenue plusieurs fois en fait dans la journée.
qui est cette question finalement de l'exhaustivité. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut tout archiver ou pas dans les archives de la recherche? Et si ce n'est pas le cas, qui est habilité à prévoir un tri? Enfin voilà, toutes ces questions-là. Lucille, peut-être que tu peux commencer dans ta réponse. Du coup, question que je trouve pas forcément évidente en fait en tant qu'archiviste, puisqu'effectivement, voilà, les archives et les données de la recherche sont des données, enfin voilà, des objets relativement complexes. Je pense que en établissement, comme voilà, la collecte de ces fonds pour le moment, c'est un peu l'exception. Du coup, on a tendance à vouloir être très conservateur. Tout conserver. En plus, moi, voilà, justement, dans le dialogue avec certains enseignants-chercheurs voilà, qui ont versé leurs fonds à l'université, il m'arrivait de les recontacter et de leur proposer de leur, par exemple, restituer des dossiers qui, clairement, à mon sens, semblaient privés, comme voilà, un dossier de santé et d'être face à un chercheur voilà, qui avait un engagement assez fort envers l'histoire et qui m'expliquait qu'il n'avait pas mis ce dossier par hasard dans le fond. C'était voilà, que c'était pas neutre, c'était pas un oubli de sa part, c'était pas il a vidé son tiroir. La personne avait fait ce choix-là. Donc du coup, voilà, ces dossiers-là ont été conservés, alors effectivement avec toutes les notions de communicabilité qui vont avec. Mais voilà, et c'est vrai qu'on peut se dire, comme on a un petit nombre de fonds, voilà, pour le moment, ça ne change pas grand-chose et on a tendance à être très exhaustif en disant que telle ou telle chose voilà, peut éclairer un aspect de la vie du chercheur, un aspect justement de choses qui, je ne sais pas, n'ont pas marché. Mais c'est vrai que quand on réfléchit en fait au nombre d'enseignants chercheurs dans les établissements, qu'on réfléchisse à ça dans un contexte justement numérique où du coup la production devient volatile et exponentielle, il faudrait justement arriver à proposer éventuellement du tri de documents. Alors, il existe déjà des outils, notamment au sein de la section Aurore, justement avec le référentiel pour la gestion des données de la recherche, mais voilà, on est plus à l'aise sur le fait de proposer du tri sur la partie, on va dire, peut-être un peu plus administrative, hein, la partie un peu plus administration de la recherche, puisque du coup, c'est quelque chose qui voilà, peut s'appuyer plus facilement sur des textes réglementaires. Et effectivement, pour avoir déjà prospecté aussi sur ce qui se fait dans d'autres pays, j'ai l'impression que c'est impossible de donner une réponse clé en main. De toute manière, pour moi, une des réponses qu'il y a, c'est une évaluation quelque part collective des documents ou des données avec au final plusieurs visions, que ce soit celle de l'archiviste, celle du producteur du document, puisqu'effectivement, voilà, il y a des choses que voilà, un archiviste non spécialiste ne peut pas voir, mais en même temps, on peut se poser la question sur le fait que un chercheur soit aussi totalement partial, impartial sur ces données. Il y a aussi beaucoup d'appréciation personnelle et j'ai déjà souvent croisé voilà, des chercheurs qui m'avaient dit qu'ils n'avaient pas conservé tel ou tel document parce que ça ne leur semblait pas important. C'est des choses qu'on apprend effectivement par la suite. Je pense qu'effectivement,
l'une des solutions, à mon sens, c'est d'avoir effectivement ce dialogue, mais du coup, dialogue qui doit se baser sur une connaissance approfondie des données, du domaine, du contexte. Et voilà, pour moi, c'est impossible de donner en tout cas une réponse clé en main, voilà, au vu du nombre de disciplines, au vu du nombre de données de documents et de leur hétérogénéité, de donner une réponse clé en main. Voilà. Oui, je pense que oui, j'irai dans le même sens. Et je pense que là, on est de plus en plus, en tout cas, moi, je travaille en mode projet depuis très longtemps. Et il me semble difficile de dire que nous avons chacun nos propres archives, puisqu'en fait, on travaille collaborativement et qu'on produit collectivement des données, des archives qui appartiennent au groupe projet. Et si on regarde effectivement là, les sollicitations, pour ne pas dire d'injonction, d'avoir un plan de gestion de données, qui amène aussi, je trouve, méthodologiquement à repenser sa propre recherche. Et peut-être que le tri doit se faire ou peut se faire à plusieurs temps. Je parlais du cycle vie de l'archive de la science tout à l'heure. Il me semble qu'il faut réfléchir plutôt de façon dynamique tout au long du processus pour ne pas avoir à dire à la fin et qui décide. Voilà. Et du coup, pour moi, et ça, j'avais aussi pointé du doigt, par exemple, que la collègue qui est dans cette fameuse cellule, elle est aussi partie prenante de la production de la connaissance et qu'une des premières formes de reconnaissance, c'est aussi de l'associer dans les écrits, ce qu'on a fait aussi par ailleurs quand il y a effectivement des colloques ou des conférences sur des entrées méthodologiques, des questionnements, elle est aussi partie prenante de l'équipe recherche. Et là, pour le coup, ça donne aussi une autre valeur à ces archives et à ces projets. Donc, il faut aussi essayer d'envisager l'équipe projet avec effectivement toutes les caractéristiques des acteurs du projet. Oui, c'est une question de si on peut conserver tout. C'est toujours une question qui renvoie à la question de ce qu'on considère finalement comme archive. D'un point de vue de quelqu'un qui produit d'archives, je suis plutôt du côté de Madame Fourier, c'est-à-dire, oui, je sais que c'est un peu dangereux de le dire devant les archivistes, mais on ne peut pas conserver tout, c'est la vie. Mais d'autre côté, j'ai vraiment apprécié le fonds d'archives qui contenait tout, et je pense que même la présentation de M. Charpentier, il a bien montré qu'une étude archéologique, il faut se dépendre de plusieurs archives. Et moi, personnellement, j'ai découvert plusieurs informations très, très utiles dans des documents qui ne sont pas à première vue considérés comme des archives, c'est-à-dire pour un monument qui n'a jamais intéressé l'étude archéologique, une photo de touristes mais qui est centrée sur le monument est beaucoup plus intéressante qu'un rapport qui mentionne trois choses par rapport à l'élévation. Donc, c'est ça la question. C'est une question qui m'a intéressé aussi lors de mon étude parce que, d'une part, tu as si vous voulez, les archives officielles, c'est-à-dire le rapport de fouille, le rapport inédit, le dessin, le relevé, mais après, à côté, tu as la correspondance des figures, la correspondance personnelle, ou même encore des photos et des choses qui, de première vue, n'ont aucun rapport avec l'archéologie. Par exemple, moi, j'ai utilisé des photos qui proviennent des opérations militaires françaises de 1917. C'était vraiment idéal, le moment de centenaire depuis la Grande Guerre, parce que je trouvais plusieurs fonds qui étaient ouverts et j'ai réussi à trouver des photos parce que, bon, les officiers ont visité Delft, donc j'ai vu le monument qui m'intéressait. Mais oui, c'est exactement ça. Donc, d'un côté d'archéologue, je suis d'accord qu'il faut faire un tri, mais il faut aussi
penser un peu plus sur la conservation de tout ce qui peut être conservé. Et aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, je pense que ça ne pose pas des problèmes très graves pour les collectes et la conservation. Mais ça, c'est à vous. Peut-être pour rebondir sur ça, il y a eu une grande mission suédoise à Chypre dans les années 20 et ils ont publié assez récemment en fait, les lettres qu'un des jeunes archéologues avait envoyées régulièrement à sa mère. Et c'est Alfred Westholm. Mais dans cette correspondance, il y a évidemment une mine d'informations archéologiques. Évidemment, on fait feu de tout bois et tout est bon pour l'histoire. Du point de vue d'un producteur, quand même, je pense qu'on a besoin de critères, parce que finalement, c'est assez poreux. Qu'est-ce qui est une archive de la recherche et qu'est-ce qui est une archive personnelle? Enfin, combien d'entre nous utilisent leur adresse mail institutionnelle pour leur correspondance privée? Et on est toujours dans des distinctions comme ça extrêmement poreuses qui rendent des choses très difficiles. Et je crois que quand même, là, pour le coup, les archivistes, on attend des espèces de définitions qui nous disent ça, c'est vraiment de l'ordre de l'archi de la recherche, même si en effet, ce que j'écris dans un mail privé peut être intéressant quand je serai devenue une chercheuse star pour dire, ben voilà les conditions dans lesquelles s'est opérée cette découverte exceptionnelle. Mais bon, voilà, on ne peut pas tout garder. On ne peut pas tout garder, je ne crois pas. Je suis d'accord, c'est une question très délicate parce que j'avais la même expérience quand je travaillais avec la collection d'égyptologie, justement au musée de Kazan. Il y a un rapport officiel avec les dons, mais par contre, par hasard, je trouvais une petite lettre personnelle de son frère qui écrit d'où ça vient et comme ça, je savais un peu de provenance ou d'où ça vient de l'Égypte, est-ce que c'était acheté ou c'était fouillé. Donc, c'est l'information, j'ai repéré plus d'informations dans cette petite lettre qui, aux premières voix, peut-être pas très important, mais en fait, pour nous, c'est ça. Mais dommage, on ne peut pas tout garder. C'est vrai. Du coup, on va conclure la table ronde ici. Donc, il y avait un petit temps d'échange qui était prévu, qui est prévu par la suite. Alors, ceux qui doivent s'échapper pour des questions de train peuvent s'échapper. Et ensuite, ceux qui veulent rester et continuer à échanger donc, sur ces questions, que ce soit via la visio ou dans la salle, peuvent aussi prendre la parole et pour le coup dans la vidéo sur les questions qui viennent d'être évoquées, si vous voulez donner vos avis. Et je vous dis à bientôt dans d'autres lieux et dans d'autres occasions. Voilà, merci à tous.